Bonjour à tous. Donc Contribuables Associés est une association qui existe depuis 1990, qui milite pour la bonne utilisation des dépenses publiques, ce qui est un des grands buts du futur député et des futurs députés, et donc de la future Assemblée. C'est pourquoi nous faisons des débats localement et nous avons décidé de faire un débat ici ce soir. Ce débat va être en 3 parties. Une première partie sur une question et une présentation de chaque candidat. Une deuxième partie avec des questions ouvertes de notre part, de contribuables associés, et une troisième partie avec de vos propres questions. Nous allons donc pouvoir commencer en 1h30 maximum. Donc cet entretien sera diffusé en ligne sur YouTube et à nos 1400 membres de façon privilégiée dès demain, 1400 membres de la circonscription. Donc nous pouvons commencer par une présentation des candidats par Jean-Baptiste. Léon. Merci Bartholomé. Alors donc, je le dis pour les personnes qui vont nous suivre demain et dans les jours qui viennent sur YouTube et qui ne connaissent pas forcément tous la circonscription, on peut l'imaginer. Donc ici, ce débat a lieu pour la députation et l'élection de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Donc sont concernés parmi les grandes villes Chamonix, Cluses, Saint-Gervais, Sallanches, Samoëns, Sionzé et Taninges. Les candidats sont M. Xavier Roseren, député sortant, La République En Marche, Ahmed Lounis pour la NUPES, Valérie Dugerdil pour le mouvement des citoyens des Voix de Savoie, Stéphane Lagarde, écologiste dissident, Dominique Martin pour le Rassemblement national, Xavier Chantelot pour les Républicains, Virginie Duvillard pour le parti Reconquête, Charles Prats pour l'UDI, Alexandre Demeure pour Lutte ouvrière, Laurence Mény pour les Patriotes, Noémie Plunier pour le Parti animaliste et enfin Sylvain Sauguet-Juglar, lui-même écologiste. Alors une petite présentation de chacun des candidats, on commence par l'ordre alphabétique. Xavier Chantelot, vous êtes le candidat des Républicains, vous êtes avocat, vous avez 61 ans, vous êtes conseiller municipal des Ouches, 2e vice-président chargé des relations humaines et de la culture de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Valérie Dugerdil, vous êtes la candidate du mouvement citoyen des Voix de Savoie, vous avez 53 ans, vous êtes employé d'atelier dans une entreprise de Passy, où vous résidez également. Dominique Martin, vous représentez le Rassemblement national, vous avez 60 ans, vous fûtes conseiller municipal d'opposition à Cluses de 1989 à 2019, également conseiller communautaire de la communauté de communes de Cluses, Arves et Montagne de 2012 à 2019. Enfin, vous fûtes député français au Parlement européen de 2014 à 2019. Exactement, mais la liste était longue, j'en suis venu à l'essentiel. Laurence Mény, vous êtes la candidate des Patriotes. Vous avez 58 ans, vous êtes mère au foyer, savoyard depuis 20 ans. Vous voulez vous battre pour la terre qui vous a accueilli. Charles Prats, vous êtes le candidat de l'Union des démocrates et indépendant, vous avez 52 ans, vous êtes magistrat, auteur du cartel des fraudes, vous êtes vice-président de l'UDI, secrétaire national de l'UDI, chargé de la lutte contre les fraudes aux finances de l'UDI, excusez-moi, et vice-président et secrétaire national de l'UDI, chargé de la lutte contre les fraudes aux finances publiques. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je tiens à dire que c'est chronométré. Donc chacun a un temps de parole équivalent. Nous sommes obligés de faire nous chronométrer. On voudrait commencer par une question individuelle à laquelle nous aimerions que vous répondiez assez brièvement. Cette question, c'est quelles seraient, si vous êtes élu député, vos priorités, de façon générale et de façon moins générale en ce qui concerne les dépenses publiques, ce qui est forcément important pour contribuables associés, et ce qui est un des objectifs, un des piliers du métier, en tout cas des obligations du député, le contrôle de la dépense publique. Donc je voudrais commencer, par exemple, nous pouvons commencer par Charles Prats, essayer de faire en 4 minutes à peu près. En 4 minutes. Donc on prend l'ordre inverse de l'alphabétique. Alors si je suis élu député de Haute-Savoie,
Ma priorité, qui d'ailleurs rejoindra la priorité de contribuables associés, c'est une priorité de finances publiques. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite faire, c'est rendre aux Français leur argent. Et les premières mesures sur lesquelles je me battrai sont celles sur lesquelles je me bats depuis des années et pour lesquelles les gens me connaissent, hein, ici comme ailleurs. Ce sera la lutte contre la fraude sociale et notamment la résolution de ce scandale que j'ai participé largement à révéler, du fait que nous avons 75 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Avec 872 milliards d'euros de dépenses de protection sociale annuelles, chacun peut faire le calcul, on voit quelle est l'ampleur du problème. Et j'aurais tendance à dire que la réforme de la lutte contre la fraude et de la récupération de l'argent public, c'est la mère de toutes les réformes, parce que c'est celle qui va permettre de financer toutes les autres politiques publiques dont nous pourrions avoir à parler. Et c'est celle aussi qui va permettre de gérer quelque chose qui est pas très sexy dans le débat politique, mais qui est la question de la situation financière de la France, avec 3 000 milliards d'euros de dettes, des déficits qui n'en finissent pas de courir, et une situation financière qui va devenir catastrophique à l'heure où les taux d'intérêt remontent et où en réalité, avec le système de dette roulante que nous connaissons, alors c'est un peu technique, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard dans les questions, la France va se retrouver face à un mur financier, non pas aujourd'hui, non pas peut-être dans 5 ans, mais de manière certaine dans 10 ans. C'est un peu ce que je disais pendant la campagne de Valérie Pécresse, où j'étais l'orateur national de Valérie. Macron, c'est après lui le déluge, et on nous avait vendu le Mozart de la finance. En fait, on a eu le Beethoven de la dette. Et donc moi, je voudrais un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça. C'est d'ailleurs le rôle premier du député, c'est de voter l'impôt et de contrôler la dépense publique, l'argent public. Et donc, c'est d'abord traquer les fraudeurs, remettre de l'ordre dans tout ce qui concerne les comptes sociaux, ne pas oublier la fraude fiscale, on en parlera peut-être tout à l'heure, notamment sur les problématiques de fraude à la TVA, redonner aussi des marges de manœuvre aux collectivités territoriales. Ici, nous sommes dans une mairie, donc les collectivités territoriales vont être aux premières loges des problèmes très très rapidement, notamment avec le projet d'Emmanuel Macron de supprimer la CVAE. Donc ce sont encore 9 milliards d'euros qui vont être piqués aux collectivités territoriales et qui vont devoir les récupérer. Ils vont les récupérer comment? En augmentant vos impôts locaux, parce que ce seront les propriétaires fonciers qui vont voir le seul impôt qui restera, c'est-à-dire la taxe foncière, encore augmenter. Donc moi, véritablement, mon cheval de bataille, c'est de me battre pour l'argent des Français. Je veux leur rendre leur argent, je veux protéger l'argent public et je veux faire en sorte qu'il soit bien géré, parce que derrière, ça permettra de dérouler tout le reste des programmes. L'hôpital notamment, réformer l'hôpital, améliorer les soins, la défense nationale, la sécurité, construire 100 000 places de prison parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc après, on peut dérouler tout, mais comme toujours, il faut de l'argent. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer l'argent pour le rendre aux Français et économiser tout cet argent qui est gaspillé depuis des années, voire des décennies. Il reste juste 1 minute pourquoi vous présentez ici ? Alors pourquoi je me présente ici? C'est assez simple. Pourquoi ici? Parce que je suis né en Haute-Savoie, je suis né en Billy, donc à côté d'Annemasse. Mais je vivais à Gaillard quand j'étais petit. Mes grands-parents sont enterrés à Gaillard. Mes parents sont à La Roche-sur-Foron où ils ont pris leur retraite. Et moi-même, je me suis marié au Jet, un petit peu plus haut, donc dans la circonscription où j'habite quand je ne suis pas à Paris. Et donc c'est assez logique pour moi de revenir en Haute-Savoie. Et la politique au Savoyarde, c'est un peu de famille, puisque pour la petite histoire, c'était mon père qui s'était occupé du parachutage de Maurice Herzog en 1967 dans la circonscription ici, puisqu'il avait été élu député en 67 avant d'être élu maire de Chamonix en 68. Donc voilà, la politique au Savoyard et la famille Prats, c'est une longue histoire. Très bien, merci beaucoup. On va passer à vous, Monsieur Chantelot. Je me permets juste d'insister sur une chose. Faites attention à ne pas parler, parce que ça peut altérer un peu la caméra, donc on entend pas mal de bruit derrière, donc je voudrais juste faire attention. Oui, bien sûr. Donc à vous, Monsieur Chantelot, on va commencer. Je suppose que c'est sur la même question. Exactement, c'est sur la même question, voilà, tout à fait. Première remarque, vous m'avez présenté comme le candidat des Républicains. Il ne faut pas oublier aussi que je suis investi par le nouveau centre d'Hervé Morin. Je n'ai pas que la casquette des Républicains, mais également le nouveau centre. Très bien. Tout comme moi-même, je suis aussi soutenu par le mouvement. Voilà, il faut regarder, on est tous... voilà. Multicasquette, quoi. Sur ce qui vient d'être dit, j'ai beaucoup de points d'accord avec M. Prats, bien entendu, parce qu'il est essentiel, effectivement, qu'enfin il y ait un véritable contrôle de l'argent public et que cet argent public soit investi, et surtout qu'on sache où il est investi, et soit investi justement. Ma vision des choses est un peu différente sur un autre point, c'est que je pense que pour avoir du pouvoir, il faut être crédible.
Et pour être crédible, la crédibilité entraînera l'autorité. Et il faut essayer donc d'agir avec prudence dans toutes les affirmations que l'on voit de droite et de gauche, qui souvent, enfin on est à l'époque des fake news, hein, vous l'avez tous remarqué, et que souvent, eh bien, il faut agir avec prudence, prendre les éléments d'information et ensuite essayer de prêcher le vrai du faux. Ce que je vois dans ce que M. Prats a écrit et qui est intéressant sur les recherches qu'il a faites, c'est qu'on est passé de plusieurs milliards, 20 milliards au départ, jusqu'à 53 milliards effectivement de gaspillage. Et puis il y a des journaux, 3 enquêtes parlementaires, un contrôle de la Cour des comptes qui aboutissent à un chiffre inférieur. Eh bien j'allais dire peu importe. Quel que soit le chiffre, ce chiffre est trop élevé. Il est totalement anormal qu'en France il y ait de la fraude fiscale. Le Point, journal quand même relativement sérieux, lui aboutit à un chiffre de 13 milliards. Ben, c'est encore 13 milliards de trop. Je veux dire, il n'y aurait qu'un milliard, ce serait 1 milliard de trop. Donc il est impératif que cette fraude sociale soit analysée et soit combattue. Mais encore une fois, je le dis, il faut de la crédibilité. Et il faut d'abord avoir des chiffres exacts. Ensuite, en dehors des chiffres, il y a les raisons de cette fraude sociale. M. Prats vient de nous parler des cartes d'assurés sociaux. Effectivement, si les chiffres qu'il annonce sont exacts, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Selon toujours Le Point, il semblerait que la majorité de la fraude sociale qui existe serait due au coût des actes médicaux. Cela ne pardonne pas. Cela ne pardonne pas la fraude sociale. Mais à ce moment-là, il faut aller plus loin. Pourquoi y a-t-il cette fraude au regard de ces actes médicaux? Et mon analyse aujourd'hui est la suivante. Cela fait maintenant des décennies que l'on nous vante le numérique. Théoriquement, le numérique est censé améliorer tous ces contrôles. Et on s'aperçoit qu'en définitive, le numérique, tout le monde passe au travers parce qu'on est allé beaucoup trop vite et que ce numérique ne fonctionne pas très bien. Je n'ai pas besoin de donner l'exemple de la sécurité sociale avec aussi les payes de ces pauvres soldats qui pendant des mois n'ont pas été faites. Donc posons-nous la question. Posons-nous la question aussi s'il y a une fraude sur les actes médicaux importante. Est-ce qu'elle est due à des gens malhonnêtes ou est-ce qu'elle est due à des gens qui n'arrivent plus, parce que les coûts qu'on leur offre sont trop faibles, à faire survivre leur entreprise médicale, que ce soit des infirmiers, des médecins ou autres. Donc voilà, il faut combattre la fraude sociale. Il reste 20 secondes. En essayant d'aller au cœur du problème et ne pas le camoufler derrière des fake news. En 5 secondes, pourquoi la Savoie? Pourquoi ici? Parce que moi, ça fait 33 ans que j'y vis, même 34 ans. Si on parle de la Savoie, ça fait encore plus, puisque je suis en Savoie depuis 87 et en Haute-Savoie depuis 89. Je suis élu depuis 27 ans. Élu depuis 27 ans et j'exerce ma profession d'avocat, puisque vous l'avez dit, au barreau de Bonneville, qui est juste le barreau compétent sur cette circonscription, depuis 1989. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à Laurence Mény. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à la même question? Quelle sera, j'insiste bien, votre priorité en tant que député, votre priorité à vous, et quels seront vos objectifs en termes de dépenses publiques? Alors, la priorité serait vraiment de revenir à une souveraineté. Mettez bien le micro proche. Parce que, là, comme voilà. Ça. La priorité, ce serait vraiment de revenir à une souveraineté parce que le système financier de la France a une articulation très spéciale. Les politiques budgétaires sont menées bizarrement. Et je pense que personne ne s'en rend compte. Il y a quand même 4 étapes pour qu'un budget arrive sur la Commission. Alors au début, c'est la Commission européenne elle-même qui définit les grands budgets. En fait, c'est les GOP, les grandes orientations politiques et économiques. Ensuite, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui doivent en discuter et les signer. Par la suite, la 3e étape, c'est le gouvernement français qui doit mettre en place les lois qui vont aller avec ces ordres-là. Et en dernière catégorie, ce sont justement les législateurs, le Parlement, donc en fait les parlementaires, les députés, qui
vont amender vraiment à la marge ce budget et qui vont s'en éloigner le moins possible, parce que de toute façon, s'ils s'en éloignent, il y aura des amendes qui seront allouées à leur circonscription. Donc c'est un jeu complètement faussé, et on parlait de mensonges, de vérité, de fraude fiscale, etc. Mais avant tout, c'est cette tournure démentielle qu'il faut remettre à niveau. En fait, un député n'a aucun argument avancé, à part à la marge faire peut-être quelques petites baisses d'impôts, allouer des primes, etc. Mais il ne peut absolument pas bouger des grandes opérations politiques menées au départ par l'Europe. Donc l'idée, ce serait plutôt de discuter et de vouloir sortir de l'Europe sans vouloir même obéir à tout ce qui peut en fait nous desservir. Toutes les lois des GOPÉ qui viennent de l'Union européenne sont pour nous desservir. Je dis l'Union européenne, et justement il y a une différence avec l'Europe. L'Europe est quelque chose de bien, on doit commercer comme on l'a toujours fait avec l'Europe depuis des décennies. Mais l'Union européenne nous tire des balles dans le pied, et on est absolument asservis à leur gouvernance. J'entendais parler tout à l'heure mon voisin des fraudes fiscales, etc., qui, je pense qu'il voulait parler des citoyens, mais le plus grand détournement d'argent et de fiscalité, ce sont les grands groupes qui les font, Google, etc. Enfin, tout est à l'extérieur, on est quand même dirigé par une société de conseil américaine. On est assujetti aux Américains, et il faudrait sortir de tout cela. C'est pour ça qu'avec le mouvement que je représente, et qui est... On en parle très peu. Philippot n'a pas eu ses parrainages pour le vote. Personne ne parle de nous. On nous oublie à chaque fois. Merci d'avoir accepté que je vienne. On invite tous les candidats. Oui. On ne parle absolument jamais de nous. On passe complètement inaperçu, alors que je pense que on porte vraiment la vérité du peuple, des gens qui veulent s'en sortir, qui aiment leur terre, leur territoire, leur savoir, le monde où ils sont, en fait, au moment où ils le sont. Et c'est passionnant. Très bien. Alors, pour conclure, pourquoi la Savoie? Pourquoi ici? La Savoie, parce que j'ai atterri ici après avoir parcouru plutôt le monde. J'ai vécu 3 ans au Brésil, j'ai vécu en Italie, un peu au Canada, un peu partout. J'ai atterri ici il y a 20 ans. La terre, ce pays, les gens m'ont accueilli à bras ouverts. J'adore cette mentalité. J'adore le côté racine que justement je n'ai pas. Je veux bien planter mes racines ici et défendre tout ce que je vais pouvoir pour ce pays-là qui est génial. Très bien. Merci beaucoup. Nous passons à Dominique Martin. Alors, effectivement, la gabegie est à tous les étages. Mais j'ai l'impression, du coup, quand j'entends M. Pratt et M. Chantelot, que je ne suis pas le seul candidat du Rassemblement national. Soit vous avez de très bonnes lectures, soit vous avez fait un virage à 180 degrés. Mais vous n'avez pas de micro, c'est dommage. On ne vous entendra pas. Comme disait Mme Thatcher en son temps, « give my money back ». Voilà. Et effectivement, la gabegie est à tous les étages. Alors évidemment, il y a les dépenses sociales, vous avez annoncé des chiffres. Il y a la fraude fiscale. Vous avez peut-être un petit peu oublié le coût de l'immigration, quand même, que nous, on a estimé à 80 milliards d'euros. Ce n'est pas une paille. Il suffirait pour ça d'inverser les flux migratoires et d'appliquer ce qu'on appelle la préférence nationale, de façon à ce que toutes ces dépenses soient réservées aux nationaux et pas au monde entier. N'oublions pas non plus le millefeuille administratif, l'empilement des collectivités. Chacune avec une structure, chacune avec des agents. On nous a inventé la communauté de communes, soi-disant pour optimiser les dépenses. Et on s'est aperçu que les communautés de communes, finalement, c'est la grenouille qui faisait plus grosse que le bœuf et dépensait beaucoup plus que prévu. On nous a inventé les régions, le regroupement des régions qui devaient dépenser moins. Et manifestement, ça dépense toujours plus. Donc moi, j'ai une proposition simple à faire entre la commune, communauté de communes, département, région, État et Union européenne. On peut déjà tailler dans le vif. Je suis pour qu'on supprime les communautés de communes et qu'on favorise les fusions de communes. Je supprime un échelon. Je suis pour qu'on supprime les départements, ils n'ont plus lieu d'être, mais qu'on fasse des régions plus petites,
qu'on pourrait appeler des provinces, qui correspondraient à notre héritage historique et culturel. L'État, je le garde quand même, et l'Union européenne, je renégocie les traités. Parce que, comme vous l'avez bien dit, il faut effectivement retrouver un État souverain. Chacun sait qu'en France, ce n'est pas le gouvernement français qui commande, ça se saurait, et encore moins les députés. C'est malheureusement, comme l'a dit ma voisine, la Commission européenne dont les cadres, les commissaires, paradoxalement, sont élus par personne. Je ne sais pas si vous avez fait une fois un scrutin pour élire le commissaire à l'économie. Moi, jamais. Et je peux vous dire que député européen, c'est une vaste fumisterie. On vous fait croire que la démocratie s'applique dans l'Union européenne, mais effectivement, comme vous l'avez bien dit, on a un droit d'amendement à la marge. C'est-à-dire qu'on a le droit de changer des points et des virgules, et le titre. J'ai été rapporteur pour mon groupe de la directive travailleurs détachés, donc vous connaissez le problème. Ça a été un vaste désastre, et rien n'a été réglé. Et quand on aura un État souverain, j'en suis où? Quand on aura... Je vous interromprai dans 20 secondes. Bon, et quand on aura un État souverain, il faudra rétablir un État stratège. C'est-à-dire, il décide de ses choix et il les applique intelligemment en supprimant tout ce qui ne sert à rien. Je pense aussi aux agences et aux conseils économiques et sociaux où on recase des conseillers régionaux non réélus, des parlementaires, etc., pour leur faire une petite gamelle mensuelle. Et enfin, il faudra retrouver notre indépendance financière en redonnant un réel pouvoir à notre Banque de France. Très bien. Petite dernière question, pourquoi ici, pourquoi cette circonscription? Eh ben, quand j'écoute les autres, j'ai l'impression que c'est moi le local de l'étape. Hein. J'ai fait 40 ans de vie politique dans ce département, je suis natif, moi, de la côte, ma famille, de la côte d'Arbreau. Je ne sais plus qui a parlé des jets tout à l'heure. Un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut ferrer les poules pour pas qu'elles glissent. Ah oui. C'est ma 9e législative et c'est ma 28e campagne électorale. Dans cette salle, j'ai siégé 30 ans. D'accord. Et j'ai épuisé 1, 2, 3 ou 4 maires quand même. Ils étaient foudrages. Je vois que le président honoraire de la Chambre de commerce et d'industrie sourit, il en a été le témoin. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à Madame Valérie Dugerdil pour terminer ce tour de table. Bonsoir. Effectivement, moi je pars du principe que l'État, il fait tout ce qu'il faut dans le sens contraire. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous feriez votre budget de la façon dont l'État le fait, mais en tout cas, il y a longtemps qu'on aurait des petits soucis, nous particuliers. Effectivement, l'État, c'est je crée un projet et je cherche l'argent après. On vote d'abord les dépenses. Oui. Dans toute collectivité, on commence par voter les dépenses. Voilà. Ce qui est une aberration. Et effectivement, alors qu'il faut absolument repartir dans le sens contraire. C'est vrai qu'actuellement, le citoyen, il n'a plus sa place nulle part. Aujourd'hui, la priorité, je pense, c'est de redonner aux citoyens le pouvoir de décider de ce qui est bien ou pas pour lui. C'est vrai que le millefeuille, absolument, on peut enlever énormément de choses parce que quand on voit les étapes qu'on recoupe pour aller toucher un peu d'argent à droite et à gauche, c'est quand même quelque chose qui est dramatique. C'est vrai que la politique française, ça va vers une catastrophe. Et franchement, j'ai très très peur pour nos générations futures, pour mes enfants, pour tous les enfants, parce que mon petit-fils aussi, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Aujourd'hui, on peut repartir sur quelque chose qui a existé, qui s'appelle la Savoie, qui était partagée en 6 provinces. Aujourd'hui, la Savoie, elle a des droits acquis. Ces droits acquis, il faut retourner juste les chercher. Ces droits acquis nous permettraient de contrôler beaucoup de choses. Notre pouvoir d'achat, par exemple. Parce qu'ici, il y a une zone franche qui est très réduite
parce que l'État français l'a voulu. Mais elle existe, il faut lui redonner toute la gloire qu'elle avait. Donc dans cette zone, effectivement, il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas de frais de succession en ligne directe. Et je pense qu'un petit État, il peut très bien vivre. Vous avez des exemples dans le monde, ne serait-ce que nos voisins, hein, les Suisses, peuvent très bien vivre de l'argent que sont les revenus du pays. Aujourd'hui, effectivement, ma priorité aussi fait quelque chose pour la lutte contre la pollution. Aujourd'hui, il faut arrêter de blablater, il faut absolument aller dans l'action. Car la pollution, aujourd'hui, elle détruit des gens. Et je suis désolée, mais pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Inacceptable ici et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Effectivement, c'est un peu... ça sera également une de mes priorités. Ensuite, je voudrais, si c'est possible, me battre pour qu'il y ait de nouveau des référendums, que ce ne soit pas au sommet de l'État qu'on décide pour nous, les gens du peuple, mais bien que ce soit les gens du peuple qui fassent remonter leurs idées à l'État. Très bien. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser votre ancrage local ? Alors oui, mon ancrage local, effectivement, c'est... moi, je suis née ici. J'ai de la famille qui est répartie sur la 6e, mais sur les Deux-Savoie également. J'ai mes racines, mon histoire, qui n'est pas celle de France, hein, qui est bien celle de Savoie, avec ses comtes, ses ducs, toutes ces duchesses qui sont mariées à des rois de Savoie et qui, aujourd'hui, n'existent plus, alors que c'est notre patrimoine. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut préserver et nos traditions et notre patrimoine. Très bien. Merci beaucoup à tous pour ce premier tour de table. Je précise que Ahmed Lounis, qui est le candidat LFI, donc la France Insoumise, et NUPS, désormais intitulé, va peut-être venir à 19h et donc ajouter peut-être une contradiction, puisque vous étiez manifestement aligné sur quand même une trop forte fiscalité française. Je pense que lui pourrait apporter un avis divergent. Vous n'êtes pas, prenez le micro, vous ne considérez pas qu'il y ait trop d'impôts en France aujourd'hui ? Si, tout à fait, mais je ne considère pas que les raisons évoquées soient les bonnes. Je pense vraiment qu'on accuse le peuple en le méprisant un peu quelque part, et c'est plutôt la grande industrie, les oligarques qui fraudent au maximum et qui nous empêchent de pouvoir percevoir. Alors ça, c'est une question intéressante. Est-ce que sur les entreprises, oui. Ça c'est une question qu'on peut développer peut-être, vous considérez qu'il y a une fiscalité trop forte sur le peuple, les citoyens, mais que les entreprises sont sous-fiscalisées ? Non, je pense qu'on est quand même le pays où toutes les fiscalités, on est le premier pays, on est en tête tête d'affiche de tous les pays en termes de fiscalité, que ce soit à tout niveau. Et en fait, les niches fiscales et puis les détours ne sont permis qu'à ceux qui vraiment ont beaucoup d'argent à détourner. Très bien, merci. Effectivement, aujourd'hui, le peuple, les petites entreprises, les petits artisans, les petits commerçants, en fait, les petits, mais ce n'est pas dans le sens mauvais que je dis ça, c'est vrai que c'est eux qui doivent payer, c'est eux qui doivent aller travailler, alors que les entreprises du CAC 40, ils trouvent toujours une situation fiscale pour, en fait, quand vous voyez les gros patrons qui ne payent pas d'impôts, je trouve ça absolument immoral. Aujourd'hui, il faut faire une différence entre égalité et équité. Hein ? Égalité, c'est très bien. L'équité, c'est encore mieux. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce sujet ? Charles Prats, alors vous avez déjà, il faut
faire attention au temps de parole parce que vous avez pris beaucoup d'avance du coup. Oui, deux réactions à ce qui a été dit précédemment. D'abord, parce que j'ai senti une petite pique de mon voisin Xavier Chantelot sur ce que je peux dire et écrire. Monsieur le bâtonnier Xavier Chantelot, je vous rassure, si Valérie Pécresse prenait Charles Prats comme référence et pas Xavier Chantelot sur ces problèmes-là, c'est qu'effectivement mon travail est sérieux. Monsieur Martin, si Marine Le Pen prend Charles Prats comme référence ou que Éric Zemmour prend Charles Prats comme référence sur ces problèmes-là, il y a peut-être des raisons. Si Michel Barnier prend Charles Prats comme référence quand il parle de fraude sociale ou de fraude fiscale, je pense qu'il y a peut-être des raisons aussi là-dessus. Vous savez, c'est mon métier depuis plus de 25 ans. On travaille entre gens sérieux. Quand vous dites peut-être que les chiffres sont vrais, je vous rassure, monsieur Chantelot, lisez les rapports de la Cour des comptes, ne vous contentez pas de mes livres, surtout ne vous contentez pas de ce qu'écrivent les journalistes, parce que vous verrez que les journalistes souvent écrivent des bêtises. Et donc il faut aller à la réalité des chiffres, à la réalité des sources. Et quand j'affirme un certain nombre de choses, en général, c'est que c'est vrai, c'est que c'est sourcé, c'est que c'est documenté. Il y a des gens qui sont dans la salle qui ont mon livre. Vous pourrez aller le feuilleter si vous voulez, parce que tous les rapports sont en facsimilé derrière. Ensuite, sur ce qui vient d'être dit sur la fiscalité et sur l'équité, l'égalité, moi c'est vrai que je défends quelque chose qui est un petit peu iconoclaste. C'est que je suis pour l'impôt proportionnel. Et donc, je suis, en termes d'impôt sur le revenu. Donc, je suis pour la fin de l'impôt progressif et pour l'instauration de l'impôt proportionnel. Parce qu'en réalité, et là, je m'appuie, encore une fois, vous voyez, c'est des travaux sérieux, ça s'appuie sur des études universitaires, des enquêtes qui ont été faites. Les gens confondent l'impôt proportionnel et l'impôt progressif. Et en fait, dans leur tête, la progressivité, ça correspond à la proportionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que les gens considèrent que l'impôt juste, c'est si vous gagnez 3 fois plus, vous payez 3 fois plus d'impôts. Ni plus ni moins, voilà. Et bien ça, en fait, ça c'est pas la progressivité, c'est la proportionnalité. Et vous avez plus de 80% des Français qui sont favorables à ce type d'imposition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met en place cet impôt qui est considéré comme plus juste par plus de 80% de la population, vous recréez du consentement à l'impôt et donc vous diminuez l'incitation à la fraude fiscale. Tout se tient. Outre que tout le monde sait bien qu'en matière de technique fiscale, quand vous avez des impôts à faible taux et à large assiette, vous avez un meilleur rendement fiscal. Donc ça participe aussi à la gestion du budget de l'État. Tout ça aussi pour dire quoi? C'est que là j'ai entendu beaucoup de choses à côté de moi. J'ai entendu beaucoup de yaka faucon. Mais en réalité, aucune mesure technique. C'est-à-dire que là, les personnes qui sont à côté de moi, qui sont candidates pour être des députés, et donc dans le métier va être de voter la loi de finances, de voter le budget, éventuellement de regarder ce que présente le gouvernement, la Direction générale des finances publiques comme mesures techniques sont acceptables ou pas. On est en face de concurrents qui sont, à mon avis, techniquement pas au point. Alors, je passe sur Xavier Roseren, le député sortant, qui ne nous a même pas fait le plaisir de venir. Alors, j'ai une précision là-dessus. Il nous a rendu un texte de plusieurs pages et s'est excusé de sa non-présence. Et nous allons publier, mais c'est vrai que ça il ne vient pas débattre. Il ne vient pas débattre. Alors qu'il est membre de la commission des finances, donc c'est assez amusant de voir un député membre de la commission des finances qui doit rendre compte de son mandat devant les électeurs, qui ne vient même pas être challengé par ses principaux concurrents. En clair, Roseren a la trouille. Mais on a connu ça avec Macron, c'est pareil. On fuit le débat pour éviter d'avoir à rendre compte de ses votes. On aurait pu parler des votes de Xavier Roseren en matière de loi de finances. Moi, j'insiste aussi sur quelque chose qui n'a rien à voir avec contribuable associé, mais j'aurais bien voulu pouvoir lui poser la question. Pourquoi M. Roseren n'a pas voté la résolution sur la lutte contre l'antisémitisme? Pourquoi est-ce qu'il s'est spécifiquement abstenu? Pourquoi est-ce qu'il s'est abstenu spécifiquement sur le soutien aux chrétiens d'Orient et au peuple arménien? Là, c'est quelque chose que moi, je voulais lui poser comme question. Je considère ça que c'est scandaleux, qu'il a trahi l'esprit de la Haute-Savoie. Quelques secondes encore. On est vraiment en dehors de contribuables associés, mais c'est vrai que ça participe des choses. Et je trouve assez étonnant et triste que le député sortant refuse le débat. Très bien. Monsieur Chantelot, une réaction? Est-ce que j'ai dit que les chiffres de M. Prats étaient faux? Non. Vous avez dit fake news. J'ai dit qu'effectivement, j'ai pas cité spécialement vos chiffres. J'ai dit il y a aujourd'hui des fake news de tous les côtés et que nous sommes tous dans l'incapacité, compte tenu de la multiplicité des informations contradictoires qui existent, de déterminer le vrai du faux. Je dis simplement que dans ces conditions, il faut aller chercher ce vrai. Il ne faut pas se contenter de ce que dit l'un en abandonnant ce que dit l'autre. Il faut essayer d'aller creuser pour vérifier la réalité des choses. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez écrit. Je ne peux pas
au regard de 3 commissions parlementaires et d'une enquête de la Cour des comptes, les avaliser totalement. Je me méfie de ce qui est dit en France, mais je m'en méfie encore plus. Et ce que j'ai dit ensuite, c'est que de toute façon, que ce soit 53 milliards ou 13 milliards de fraude sociale, c'est trop. Voilà. Donc je ne mets pas en doute, je dis simplement ce que vous avez écrit vous personnellement, je dis simplement que nous sommes tous confrontés, et pas que sur ce sujet, nous sommes tous confrontés à des versions différentes d'un côté, de l'autre, quand ce n'est pas au milieu, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre de l'extrême droite. Toutes les informations sont contradictoires. Donc il faut, et c'est à mon sens le rôle d'un député, quand je parlais d'objectivité, de crédibilité et d'autorité, c'est le rôle d'aller vérifier toutes les informations pour avoir ensuite une certaine crédibilité qui lui apportera l'autorité nécessaire pour imposer ses visions. Monsieur Martin, qui n'a pas encore contribué. Moi j'évite les balles perdues. Et je ne savais pas qu'on avait un ministre en devenir à cette table. C'est fâcheux quand vous n'avez jamais appelé. Il y a peut-être un petit souci là, non? Je ne sais pas, cherchez. Non, moi on part dans tous les sens là. Hein. La question était simple, c'est comment faire des économies. Pour faire des économies, il faut maîtriser les dépenses. J'en ai parlé. Monsieur Prats, oui, je suis désolé, puisque vous avez dit que vos voisins n'avaient pas des mesures vraiment très concrètes et très précises, voire incompétents, c'est pas très gentil ça. Pas très gentil, mais vous savez, le rôle d'un député, c'est d'être polytechnicien, c'est pas d'être un spécialiste, et c'est d'être au service de la population. Donc il doit toucher à tout. Les spécialistes, on les retrouve, on devrait vous retrouver dans un ministère. Et puis, puisque je disais que halte aux sketchs et aux agences qui s'additionnent, les chiffres de la Cour des comptes sont suffisants, même la Cour des comptes régionale apporte beaucoup d'informations. Donc vous en faites un dada, tant mieux, vous êtes spécialisé là-dedans, tant mieux, mais restez humble ou en tout cas respectez les autres, monsieur. D'autant plus je vous aime bien et d'autant plus qu'il m'a rendu serviciaire à la commission de propagande. Je l'en remercie encore. Il y a peut-être autre chose à dire parce que... Alors allez-y sur quelles économies précisément donc je l'ai dit, mais on va continuer ce sujet pendant... Il n'y a pas un autre sujet? C'est bientôt fini votre émission là? C'est pas bientôt fini, il reste encore 15 minutes avant de passer aux questions du public. Moi, mais c'est le sujet, il y a d'autres thématiques, vous pourrez vous exprimer d'autres, c'est notre sujet, parce que c'est un sujet, il faut bien comprendre que... Non, mais le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Si vous voulez parler de sécurité, vous pouvez, mais il faut quand même dire que le pouvoir d'achat, c'est le salaire moins les impôts, moins les taxes. C'est une priorité pour les Français. Passer 1 heure sur ce sujet, à mon avis, c'est pas trop. Oui, c'est vrai que ce sont des priorités, mais il y a aussi une priorité. Enfin, on a l'impression que parce qu'on dit pas des choses, parce qu'on parle de choses simples, on n'est pas apte à être député. Mais en fait, c'est clair. En fait, quand on voit l'argent qu'on donne à l'Europe et qui ne nous revient pas, donc les impôts que payent les contribuables pour en fait alimenter la Roumanie, la Pologne, la Hongrie à hauteur de 10 milliards. Alors qu'on a absolument des lacunes dans tous les domaines. Il ne faut pas être sorti justement de Saint-Cyr, je crois peut-être même que c'est un défaut, pour comprendre les choses humaines. Je crois qu'il faut revenir à une politique humaine, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands mots, des grands calculs. Avec une calculatrice, on comprend bien, et en voyant les courbes, qu'on nous prend beaucoup plus qu'on nous donne. Donc pourquoi alimenter l'Europe? Alors, sur ce sujet, est-ce qu'on pourrait avoir une réaction justement, parce que sur la politique européenne, ça peut lier beaucoup de sujets. Est-ce que, par exemple, Monsieur Martin, vous avez, comme vous avez été député européen, un avis, un retour à nous donner sur votre politique européenne en tant que député français? Il faut passer le micro. Oui, mais alors on parle dans des débats. Le problème de l'Union européenne, c'est la construction européenne. C'était jouable et viable lorsque c'était l'Europe des 6, l'Europe des 7 et l'Europe des coopérations, type une fédération des nations. Là, c'est devenu une confédération, ça ne fonctionne plus. Si tout le monde se souvient que le projet Ariane, le projet Airbus, le CERN, pas très loin, ne sont pas des productions de l'Union européenne, mais des coopérations internationales, binationales, trinationales. Et le grand malheur, c'est qu'en 1990, après la chute du mur de Berlin, l'Union européenne a absolument voulu récupérer les anciennes républiques de l'ex-URSS, pensant que, étant sur le même continent, on avait les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Ça a été l'erreur. Avant, on disait que l'Union européenne, c'était la guerre entre le Nord et le Sud.
tout ça s'est bien passé. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est une guerre économique entre l'Est et l'Ouest. Pour une raison simple, c'est que l'Est a un retard économique énorme. Et c'est pour ça, chère madame, qu'on dépense tout notre argent là-dedans. Donc ça a été une erreur politique majeure. Mais on peut après aller sur la guerre d'Ukraine, on peut aller après sur les Chinois. Là, on s'en sort plus. Bon, mais pour revenir au panier de la ménagère. Exactement, allons-y. Bien, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème dans ce pays, c'est qu'on vote tous les budgets, M. Pratt, sous votre contrôle, on vote d'abord les dépenses, et après, on ajuste les recettes par rapport aux dépenses. Résultat des courses, il n'y a pas assez de sous et on augmente l'impôt. Vous l'avez tous compris, ça fait 40 ans qu'on nous fait le coup. Si vous prenez les 30 Glorieuses ou les années 70, souvenez-vous, parce que je vois des cheveux blancs et je vois même des crânes sans cheveux, vous preniez un jeune couple, il sortait du service militaire, il avait 20 ans, 18 ans, 19 ans, il avait un bout de métier qu'il avait appris au service militaire, il tombe amoureux, ils sont deux au SMIC, et ils s'installent. Ils quittent papa et maman à l'époque. La fierté, c'était de quitter papa et maman. Mais avec leur petit salaire, dans les années 70, ils pouvaient acheter un appartement ou ils pouvaient bâtir une maison. 50 ans plus tard, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est des tanguis. Ils restent chez maman et papa jusqu'à 35 ans. Et même s'ils ont l'indécence de vouloir en partir, pour louer un appartement, maintenant, c'est plus possible. Il faut des cautions. Donc, ça signifie bien qu'en 50 ans, les 30 Glorieuses, elles sont bien passées, que nous sommes dans un système décadent, déclinant. Donc, pour le panier de la ménagère, il faut effectivement faire des économies au sein sur les charges qui pèsent sur les entreprises, de façon à permettre aux entreprises de verser de meilleurs salaires. Un entrepreneur, M. Métral qui est là, son pied, c'est de garder ses salariés. Pourquoi ? Parce qu'il garde le savoir-faire et il le transmet. Son pied, c'est pas de faire du turnover avec ses salariés, de les changer au motif de diminuer ou de peser à la baisse sur les salaires. Ils ont malheureusement, dans les années 70-80, utilisé l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Maintenant, ce sont nos immigrés du pays de l'Est. Et je vais finir. On nous explique dans le système de l'Union européenne que pour être concurrentiel face à cette mondialisation, il faut être gros, il faut être puissant, il faut être fort, il faut être uni. C'est notre drame. Et moi, je constate, je vais aller sur le bout de discours, que les petits pays qui sont beaucoup plus réactifs, et on en a un à côté qui s'appelle la Suisse, qui est donc un confetti sur la carte de l'Union européenne. Ce pays est capable de servir un salaire minimum de 4 500 francs suisses bruts par mois, soit 3 300 francs. Comment font-ils les Suisses ? Eh bien, ils regardent d'abord ce qu'ils ont comme recettes, et en fonction des recettes, ils adaptent les dépenses. C'est-à-dire, ça s'appelle du bon sens. C'est ce qu'il faudrait enfin faire en France, et qu'on a oublié de faire depuis 40 ou 50 ans. Très bien. Madame Dujardil, qui a un peu de retard quand même, si vous pouvez... Après, Absolument. on sera à peu près équilibré et on va pouvoir poser des questions au public. Absolument. Donc effectivement, je vais vous donner un chiffre. Le PIB de la... Alors moi, je parle toujours en Savoie, qui comprennent les deux départements de Savoie et Haute-Savoie. Hein. Le PIB de la Savoie, c'est 43 milliards d'euros. Le budget de la Haute-Savoie en matière de... Le budget, tout simplement, c'est 1 milliard 83 millions. Le budget de la Savoie, il est un peu plus petit, il est de 577 millions. Donc, quand on voit qu'avec... nous prennent donc la moitié, les 60%, qui partent à l'État français, pour tout, la Sécu, les retraites, les aides, le RSA et compagnie, eh ben, si aujourd'hui on reprenait notre petit pays, on aurait encore 17,2 milliards pour notre pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à réfléchir. C'est vrai que je pense que l'Europe, moi je suis pour une Europe des nations, où les peuples peuvent décider par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui va être, pour moi, un avenir. Et je me battrai pour que ça devienne ça. On va terminer par une dernière intervention juste une chose, de chacun. Frexit, c'est ce que prône notre mouvement. Très bien. Et la sortie de cette Union européenne, et pas de l'Europe. L'Europe est très bonne, mais l'Union européenne, c'est un meurtre.
Très bien. Monsieur Chantelot, vous avez un peu de retard sur les temps de parole. Donc, Ciel, juste une remarque, et pour vous démontrer que quelquefois, l'objectivité, c'est de reconnaître ce qui peut être dit est juste, même si ce n'est pas du tout de votre bord. Sur la fonction qui est en France de voter les dépenses et ensuite chercher comment et où va l'argent, je suis entièrement d'accord. Cela va même encore plus loin. d'accord avec Monsieur Martin, du coup. Entre autres, mais ce n'est pas le seul à l'avoir dit. Mais il y a aussi un autre point. Je suis élu depuis 27 ans dans une commune. Le montage des dossiers, comment ça se passe? On ne va pas chercher le projet qui est utile. On va chercher le projet où on aura le plus de subventions. Ça me révolte. Ça me révolte parce que les subventions, elles viennent d'où? De l'argent public. Alors un coup, c'est la commune, c'est les taxes foncières, la taxe d'habitation qui a disparu. Un coup, c'est le département, c'est la quote-part du département. Un coup, c'est la région, un coup, c'est l'État. Mais de toute façon, c'est votre argent. Donc il faut arrêter avec ce système qu'il faut enrayer absolument. C'est une des causes, je pense, de la gabegie de l'argent public. C'est qu'au lieu de se dire il faut faire quelque chose d'utile et essayons de trouver utilement l'argent, on dit allons là où ça nous coûtera le moins cher à nous, communes, parce que d'autres paieront. Mais c'est toujours de l'argent public. C'est cet état d'esprit qu'il faut changer, c'est très important. Très bien. Je vais vous rendre hommage. C'est ce qu'on appelle les financements croisés. Voilà, vous avez vu quand il y a un chantier public, participation de la communauté de communes, du département, de la région et de l'État. Résultat des courses, le maire, en bas, il dit, vous avez vu, je vous ai fait un magnifique rond-point, une magnifique piscine et ça ne vous a rien coûté, dit-il. Mais quand on vient couper le ruban, ils sont tous là avec leur écharpe tricolore, en disant c'est moi qui ai payé. Non, ce n'est pas eux qui ont payé, vous l'avez très bien dit. Parce que quand c'est l'impôt du département ou de la région, on pense que ça ne sort pas des poches de la commune. Mais à la région, il me semble qu'on paye un impôt. Au département, il me semble qu'on paye un impôt. Donc cet argent, il sort de votre poche. Et vous avez raison d'insister sur ce mensonge exécrable des financements croisés. Un dernier mot, Madame Dujardil, et ensuite Monsieur Prats, qui a un peu de retard, du coup. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'argent dépensé par la collectivité, il doit servir au bien-être de chacun. Et le bien-être de chacun, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre dignement. C'est tout. Merci. Je voudrais dire que quand on voit l'état de notre hôpital, c'est une honte d'être député ici. Je vous rassure, Monsieur Martin, on ne m'a pas proposé d'être ministre et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron me proposerait d'être ministre. La preuve, d'abord je refuserai, la preuve, il a maintenu Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, donc vous me voyez avec Dupond-Moretti, franchement. Bref, non, juste pour dire deux choses. D'abord sur l'Europe, donc on a parlé un petit peu de l'Europe. Moi, ce qui m'attriste, c'est que la France, en fait, a perdu sa souveraineté politique du fait de sa situation économique et financière. Et je m'explique. Si, par exemple, le peuple français décidait demain de sortir de l'euro et de dire on revient au franc, eh bien, la France n'en a pas les moyens. Tout simplement pourquoi? Mais non, la France, madame, n'en a pas les moyens parce que nous avons des finances publiques qui sont dans un tel état, nous avons un tel déficit budgétaire, nous avons un tel déficit de la balance commerciale que nous ne serions pas capables de maintenir la défense du franc plus que quelques mois. Et donc c'est malheureux à dire, mais notre situation économique et financière ne nous permet pas d'avoir cette simple liberté politique. D'où l'idée de revenir à une situation saine et équilibrée. Ensuite, ce qui serait intéressant de faire pour un député, ce qui n'est pas suffisamment fait, et ce à quoi moi je m'attellerai en tant que député si je suis élu, c'est d'utiliser tous les ressorts de la loi organique sur la loi de finances. Il y a eu une réforme de la procédure financière il y a une vingtaine d'années, et notamment maintenant on vote la loi de finances et donc le budget selon des modalités qui sont un petit peu différentes. Et il y a ce qu'on appelle les rapports annuels de performance, les projets annuels de performance, et nous avons des indicateurs de performance dans les lois de finances où normalement c'est à la disposition des parlementaires. Chaque politique a des indicateurs de résultats précisément définis, avec des objectifs qui sont définis, et puis des réalisations. Et si l'administration n'a pas atteint les objectifs, normalement, le parlementaire, c'est son rôle, il doit demander des explications, parce que cela doit être documenté. Et c'est vrai que ce n'est pas suffisamment fait. En réalité, nous avons 577 députés qui utilisent très très peu
ces données qui sont à la disposition d'ailleurs de tout le monde. Vous pouvez aller sur Internet, tout ça est public. Et donc là, il y a un vrai rôle de contrôle du parlementaire. Et oui, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu technique et c'est peut-être un petit peu un métier, c'est vrai. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend beaucoup dans les ministères. C'est pour ça que vous avez souvent des anciens, des gens qui ont travaillé là-dedans, qui se retrouvent parlementaires, parce que il faut être techniquement au point, savoir où aller chercher l'information pour pouvoir challenger l'administration et lui demander des comptes, parce que nous sommes les représentants des contribuables et on doit défendre votre argent. Merci, Monsieur Pratt. Attendez, Monsieur Martin. Nous allons passer aux questions à la salle. Chacun des 5 candidats pourra s'exprimer après les questions à la salle. Vous aurez tous 1 minute pour conclure. Monsieur, oui. Il faut amorcer une présentation. Il faut se présenter auparavant, très succinct. Moi, je suis Monsieur Dalto, j'étais ancien candidat à la mairie de Passy, ancien candidat ici sur la 5e, puis à présent candidat suppléant dans la 5e circonscription du Val-de-Saône pour le Rassemblement national. Donc je souhaitais vous poser la question, étant donné que je suis arrivé un petit peu en retard, je souhaitais savoir si le sujet de la mobilité avait été évoqué, puisqu'il me semble que c'est également une prérogative importante pour les contribuables que de la mobilité. Pardon. Donc, puisqu'il s'avère que la circonscription est très enclavée et relativement mal desservie par tout type de transport. Moi, je suis régulièrement en contact avec des chefs d'entreprise comme Romain Borini, qui est dirigeant des autocars Borini, qui peine beaucoup à recruter, puisque vous l'avez évoqué, il y a la proximité immédiate avec la Suisse. Donc, quid de la mobilité au sein de notre circonscription, puisqu'il y a avant tout la SNCF, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Léman Express n'a d'express que le nom. Qui souhaite répondre rapidement? Merci. Monsieur Martin, souhaitez-vous répondre à cette question? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, la mobilité, on a un département qui est quand même gâté. On a des autoroutes, on a des gares, on a des aéroports à proximité, donc je ne suis pas vraiment d'accord. Mais je voulais répondre à M. Pratt sur le sujet qui concerne les contribuables. Si j'ai bien compris, M. Pratt, ce que vous préconisez de faire, avant d'étudier un budget ou de faire un projet, c'est ce qu'on appelle des études d'impact. C'est ça? Non? Non. Alors, je n'ai pas compris. Alors, je vous explique que ça, malgré tout, les études d'impact, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une idée, on estime l'impact que ça peut avoir sur la population, l'impact financier, écologique, tous les impacts, etc. Le seul problème, c'est un petit peu pratiqué en France, mais moi j'ai bien connu ça au Parlement européen. Le seul problème, c'est que ces études d'impact, elles sont mises en place et financées par l'Union européenne, par des cabinets d'études, et qu'à Bruxelles, on ne sait pas s'il y a entre 40 et 60 000 lobbyistes. Ça veut dire que l'étude d'impact est complètement dirigée par ceux qui vont profiter de l'investissement qu'ils espèrent qu'on réalise. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, j'en reste à la Cour des comptes, où là, il y a des fonctionnaires de haut niveau qui, effectivement, nous disent chaque année les erreurs qui ont été commises et les erreurs qu'il faudrait éviter. Malheureusement, nos élus n'en tiennent aucun compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout simplement, quand c'était la mode des piscines, vous vous souvenez, tout le monde a fait une piscine. Après, c'était la mode des tennis, tout le monde a fait un tennis. Après, c'était la mode des ronds-points, tout le monde a fait des ronds-points. Pourquoi? Pour faire joli, pour être beau. Pourquoi? Pour être élu. Pourquoi? Pour avoir du pouvoir. Voilà, ça s'appelle l'homme. Quelqu'un disait, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est ainsi. Et c'est cela qu'il faut changer. Oui, juste pour vous répondre rapidement, Monsieur Martin, normalement, enfin aujourd'hui c'est la procédure législative, quand le gouvernement dépose un projet de loi, vous avez effectivement une étude d'impact qui est obligatoirement annexée. Le Conseil d'État, dont c'est le rôle, vérifie d'ailleurs l'existence de cette étude d'impact, et je ne vous parlais pas des études d'impact, je vous parlais spécifiquement du projet annuel de performance et du rapport annuel de performance, qui sont des documents budgétaires annexés à la loi de finances. Moi je pense, Monsieur Pratt, que des rapports, on en crève. Ceux qui font vivre le pays, ce n'est pas ceux qui pondent les rapports. Non, ce sont les commerçants, Martin, les artisans, les TPE, PMI, PME. C'est ceux-là qui produisent la richesse.
Et c'est ceux-là qu'il faut aider. Oui, mais monsieur Parce que Martin, ceux qui accouchent de par rapports, exemple. les rapports, mais j'en ai vu plein au Parlement européen. On ne mais les vous lit confondez même tout. plus, monsieur. Mais monsieur Il faut Martin, un peu plus d'efficacité. Mais vous confondez tout. Par exemple, parlons de la sécurité. Vous avez des indicateurs de performance sur le nombre d'interpellations, par exemple, ou le nombre d'affaires résolues. Ça, vous les avez dans la loi de finances, et vous êtes bien obligé d'avoir des indicateurs de performance et des rapports qui vous disent, on a cet objectif-là, est-ce qu'il a été réalisé ou pas, pour savoir si oui, savoir que la délinquance augmente. Mais il suffit d'aller voir nos prisons qui sont saturées. Mais monsieur Martin, ça fait 25 ans que moi, mon métier, c'est d'attraper les bandits, les trafiquants, de les mettre en prison. Ouais, voilà. Et il faut faire un rapport pour définir qu'il faut des places de prison supplémentaires. Mais pour savoir si l'argent est bien utilisé, combien il faut en utiliser, etc., oui, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, il faut avoir des instruments de pilotage. C'est faire les choses de manière professionnelle, c'est pas le yaka faucon. Apparemment, vous êtes très informé, très éduqué. Seulement, regardez où en est la France. Il va falloir faire autrement. Hein. Force de rapport, voilà où on en est. Merci. On va repasser aux questions à la salle, s'il vous plaît. Merci. Vous voulez? Oui. Excusez-moi, monsieur, je vais revenir à la question que vous avez posée, puisque apparemment ça a beaucoup dérivé. Voilà. Sur la mobilité. Je ne suis pas convaincu que notre circonscription qui nous intéresse, mais aussi plus largement le département, soit le moins desservi au niveau des transports. Vous employez le mot mobilité, je pense que c'est plus les transports qui sont concernés. Effectivement, nous avons des voies ferrées, nous avons des autoroutes, nous avons des routes. En revanche, là où cela pêche, à mon sens, c'est dans la diminution de l'utilisation et surtout dans l'entretien de ces ouvrages qui sont très nombreux. J'ai une proposition, vous l'avez peut-être vue, elle est innovante. Je ne l'ai pas inventée. Cela s'est créé à Saint-Gervais avec un maire qui est LREM. Vous doutez que ce n'est pas ma tasse de thé. Bon. Donc je suis objectif et avec l'objectivité, j'ai la crédibilité et de ce fait, j'espère avoir l'autorité. Et je pense qu'effectivement, dans notre secteur qui est quand même couvert de remontées mécaniques par câble, on pourrait essayer de développer ce système-là pour compléter notre système qui aujourd'hui existe, est mal entretenu et surtout polluant. Donc je pense qu'on peut arriver à des solutions dans la vallée de Chamonix pour monter du côté de Taninges, puis Samoin, Morillon, Samoin, du côté de Megève, avoir des accès par le câble qui sont aussi beaucoup moins onéreux que les bitumes de toutes sortes. Madame Dujardil, une réaction? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses au niveau de la mobilité, mais certains petits coins restent quand même très mal desservis. Quand vous montez, c'est vrai que pour avoir des horaires de travail en rapport avec un bus ou du covoiturage, c'est pas évident. Donc effectivement, je pense que tout est amélioré aussi. Merci. Un dernier mot, on aura d'autres questions à la salle. L'Europe a décidé de toute façon de privatiser, par exemple, SNCF et tout le reste. Donc en matière d'urbanisme, ça va être très dur. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Une nouvelle question, monsieur. Levez-vous. Et le câble, c'est parfait. Oui, je voudrais m'assurer de vos propos et puis de vos ambitions aux uns et aux autres, parce que la France est quand même au monde le pays qui paye le plus d'impôts et de taxes. Bien devant les deuxièmes et troisièmes, qui eux utilisent les impôts pour les populations. Et nous, on se demande où ça va. Une maison de retraite, par exemple, en Suède, ça revient par mois à 250 € pour les personnes en maison de retraite. Alors c'est sûr que l'impôt intervient, on est bien d'accord. Et puis les gens, ils continuent d'avoir leur retraite qui rentre dans leur poche. En France, c'est quoi? On pique les retraites dans les maisons de retraite. Tout l'argent va pour la structure. Il ne reste rien aux enfants, il ne reste même rien aux retraités. Et ça, c'est un problème national. Ensuite, par rapport à l'intervention que j'ai entendue, vous avez complètement raison sur le transport par câble. On est en Savoie et Haute-Savoie les premiers, enfin au niveau des entreprises, les premiers au niveau mondial à maîtriser le câble. Pourquoi
en France, on n'arrive pas à réaliser ce que font d'autres pays, notamment en Amérique latine. Vous voyez, ils vont loin, ils vont très loin. Mettre les remontées mécaniques, non seulement pas pour monter, mais pour faire de l'horizontal, pour traverser des villes. Quand on voit, tout à l'heure, je devais être là à 18h, j'arrive de Thonon, j'ai mis 45 minutes de plus que normalement le trajet indiqué par le GPS. 45 minutes. Je tombe effectivement dans une heure où ça sort des entreprises, c'est hyper bloqué de tous les côtés. Vous ne pouvez pas continuer à un moment donné à vouloir faire du logement parce qu'il y a de la demande. Mais une fois qu'on a quitté le logement, comment on fait pour se déplacer? Alors je ne me suis pas présenté, je suis le responsable des Patriotes sur le département de la Haute-Savoie. Et on travaille énormément sur ces sujets-là. Et nous, on fait confiance à la population, pas qu'aux techniciens. Tout ce que j'entends, j'ai été technicien, j'ai été conseiller de préfet, de sous-préfet et le directeur du travail. Donc je connais bien ce qui a été dit tout à l'heure sur tous les rapports faits par les cabinets d'études qui sont dans des armoires. Les rapports, ils ne sont pas lus. Ils ne sont pas lus, donc pas utilisés. Alors pourquoi on en fait? Ça, c'est une question. Pourquoi accepter au niveau des députés des rapports qui ne servent à rien, mais par contre, pas toujours à rien, puisque ça permet à des cabinets de consultance de bien vivre. Ça s'appelle des boîtes à sucre, monsieur. Voilà, mais je suis bien d'accord. Monsieur Prats, vous voulez réagir? Oui, alors vous avez posé une bonne question. Vous dites, mais on est le pays où il y a le plus d'impôts, de taxes, de cotisations, de prélèvements. On va parler de prélèvements. C'est dû à quoi? C'est très simple, monsieur. Regardez les dépenses de protection sociale dans notre pays et regardez la part des dépenses de protection sociale dans notre pays. 872 milliards d'euros, plus de 35% du PIB. Il y a une explosion des dépenses de protection sociale dans le pays depuis le début des années 80. C'est comme ça, ce sont les chiffres, ce sont les données. Et donc, la situation financière de la France, la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec un pays où nous payons de plus en plus d'impôts et de charges, avec des services publics qui sont de moins en moins performants, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à l'explosion de la dépense publique. Et l'explosion de la dépense publique, ce sont les dépenses de protection sociale. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça, c'est comme ça. Mais si, madame, 35% du PIB, voilà. Nous sommes le seul pays au monde à avoir un tel niveau de dépenses de protection sociale. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Vous savez, vous prenez les chiffres de l'assurance maladie, tout le monde dit la Cour des comptes comme un mantra. Eh bien, reprenons la Cour des comptes. 2019, la Cour des comptes nous dit qu'il y a 15 à 16% des gens qui, en France, ne vont pas voir le médecin chaque année. Donc ça veut dire que vous devez avoir, a priori, 85% de la population résidente simplement qui consomme des soins. Or, la Cour des comptes vient de nous dire qu'en 2019, il y a 66 800 000 personnes qui se sont fait rembourser des soins, soit quasiment 100% de la population résidente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous lisez bien le rapport de la Cour des comptes, vous avez 15% des personnes qui se font rembourser des dépenses d'assurance maladie en France qui, a priori, ne devraient pas avoir des droits ouverts et ne devraient pas se les faire rembourser. Je vous rappelle que les dépenses d'assurance maladie, 234 milliards d'euros à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Si vous êtes à la dépense moyenne simplement, 15%, je vous laisse faire le calcul tout seul de ce que ça veut dire. Et ça va beaucoup intéresser les contribuables associés qui nous regardent, parce que ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020. Vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de problème, il est sur Internet. Et donc là, on est sur une vraie réalité. Oui, l'argent public, il est en train de partir tous les jours, on ne sait pas où. Et cet argent-là, c'est le vôtre, monsieur. C'est vos impôts, c'est vos charges sociales, c'est vos cotisations. Et moi, ce que je veux, c'est vous défendre, faire en sorte que cet argent-là, il ne parte plus n'importe où, et vous le rendre. Monsieur Prats, oui. Il ne part pas n'importe où, il part à l'Europe surtout. Regardez, on est le deuxième contributeur du budget de l'UE. Et franchement, je crois qu'on a 40 milliards, on donne 40 milliards de plus que l'on reçoit. Ces 40 milliards pourraient servir à nos hôpitaux, nos écoles, ce serait franchement des palaces. Hein, mais non, on est des pauvres et démunis et on vit comme des parias. 3 dernières réactions avant une dernière question dans la salle après. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames. D'abord, je voudrais saluer l'initiative de cette réunion qui me paraît intéressante. Ce que je regrette quand même, c'est que apparemment vous êtes 10, 12, et là vous n'êtes que 5.
Je suis un peu déçu de ne pas voir les autres. Je m'imagine. Une petite précision, l'ensemble des candidats ont été invités. Certains se sont excusés parce qu'ils avaient des engagements par ailleurs, notamment M. Lounis qui est en direct à la radio en ce moment, Mme Duvillard qui était à des engagements par ailleurs, et également le député sortant, M. Roseren, qui était appelé sous d'autres cieux et qui nous a transmis une note de position. Très bien. Ceci étant dit, dont acte, comme dirait Dominique Martin. Je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, Monsieur Prat, j'ai lu votre livre et je considère que les éléments qui sont à l'intérieur de ce livre sont réels et justes et parfaits. D'autant plus qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la Cour des comptes qui, elle, donne des éléments qui sont concrets. Donc ça, je trouve que c'était très intéressant de le lire. Je conseille peut-être à tout le monde de le lire. Je ne fais pas de publicité, je ne touche pas d'action là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant. Ceci étant, je voudrais qu'on revienne un peu sur la circonscription, en fait. Parce que qu'on parle de l'Europe, oui, vous n'avez pas de pouvoir. Qu'on parle aussi de la députation, c'est bien joli, mais le pouvoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le pouvoir. Il y a des chefs de parti qui dirigent tout ça. Et quand on est là-bas, on fait ce qu'on peut. On gesticule, mais au fond, c'est pas à Paris qu'il faut être, c'est sur la circonscription. Dominique Martin disait que oui, il faut qu'il y ait du bon sens. Oui, l'école du bon sens n'existe pas. C'est bien dommage. Mais je pense que quand on est député, c'est ça. Je voulais reprendre quelques éléments de vos discours aux uns aux autres. J'ai entendu parler du 440. Ne parlons pas du 440 ici, dans cette vallée. Ici, il faut savoir que sur le département, 94% des entreprises, c'est moins de 50, moins de 20, moins de 10, moins de 5. Sauf que les 440 fait vivre aussi ces entreprises qui sont dans la région. Alors, il ne faut pas non plus aussi toujours tirer à vue sur le 440, parce qu'on en a besoin, parce que c'est le 440 qui fait vivre une partie de la vallée. Je voudrais revenir aussi sur un autre élément. En fait, ce qu'on a besoin d'un député, c'est un député qui a la parole libre. C'est un homme qui puisse dire et pas se raccrocher à tous les éléments qui sont à Paris, effectivement, pour pouvoir essayer de suivre le courant des Kazakhs. Quand je dis les Kazakhs politiques. Donc ça, ce qu'on a besoin, c'est surtout quelqu'un qui s'engage avec la liberté de pouvoir dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, on a besoin de tout ça. Dans la circonscription, au-delà de tout ça, il faudra parler quand même des entreprises industrielles, des commerçants, c'était dit, du tourisme et des sociétés de services. Je pense que là, ce qui fait vivre ici, en tout cas, ce qui fait vivre le pays, au fond, c'est la richesse. La richesse, c'est l'entreprise. Certes, on a besoin de nos pompiers, on a besoin de nos professeurs, on a besoin aussi, bien sûr, de nos policiers, on a besoin de nos gendarmes. On a besoin de tout ça. Mais au fond, c'est encore l'entreprise qui paye toujours et qui paye encore. Donc, ce que je pense, c'est là où il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est d'aider les entreprises. Et comment les aider? C'est les aider en diminuant les charges. Aujourd'hui, on est les plus mal placés pour être à l'international. Les Suisses sont encore mieux placés que nous. Il faut revoir à la fois les charges, mais des charges intelligentes, et il faut voir aussi les feuilles de paye. Quand on parle de complexité, je dirais à l'époque, M. Raffarin disait « Quand je vais arriver, je vais décomplexer l'administration ». En fait, on l'a complexifié. Il s'est passé de nombreuses années où c'était comme ça. Donc aujourd'hui, la situation, c'est que nous, les entreprises, on n'en peut plus. On n'en peut plus aujourd'hui. La concurrence, elle est internationale. Si vous voulez vendre votre produit, il faut savoir que dans le décolletage, que je peux en parler, comme je suis chef d'entreprise dans le décolletage, aujourd'hui, on fabrique dans cette vallée et en France 5% du marché international. Donc ce qui veut dire qu'il y a 95% du marché que l'on peut aller chercher dans le monde entier. Sauf que pour aller dans le monde entier, forcément, il faut être moins chargé et il faut savoir travailler dans cet esprit-là. Donc le rôle des députés, c'est de remonter, vous êtes une courroie de transmission dans les ministères, et c'est là où il faut avancer. Parce que plus on descendra les charges, mieux on pourra payer nos salariés, d'une part, c'est une garantie, mais au-delà de cette garantie, on pourra aller chercher des marchés aux États-Unis, on pourra aller chercher des marchés dans le monde entier, je pense même au Brésil, il y a des marchés qui sont possibles, et là je pense que là, c'est
c'est le rôle du banquier. Et enfin, pour terminer, c'est pas mon métier, mais j'ai discuté récemment avec une infirmière. Là aussi, il faudra travailler sur le rôle des infirmières. Aujourd'hui, une infirmière, je suis pas médecin, il y a un médecin éminent dans la salle, mais elle touche 6 euros. 6 euros pour faire une piqûre, et jusqu'à maintenant, elle pouvait prendre 1,50 € de déplacement. Maintenant, elle ne peut plus. On a, sur la Haute-Savoie, une infirmière ne peut plus se faire rembourser les frais de déplacement. Alors je pense que là aussi, c'est des propositions comme ça qu'on a besoin, et c'est d'avoir une parole libre de votre part pour avancer. Merci. En tant que député, je pense qu'il faut dire candidats. la vérité, il faut revenir à la vérité et arrêter la langue de bois qui est le langage commun de ce genre de profession, puisque c'est une profession. Sur ce qui a été dit au niveau des entreprises, est-ce que certains d'entre vous veulent réagir, parce que c'est quand même un sujet majeur? Oui, je vais intervenir pour abonder dans le sens qui vient d'être déclaré, avec juste une petite définition des charges. Je vais essayer de synthétiser ce que vous avez dit. Les gouvernements successifs, et depuis longtemps, se gargarisent de dire on fait 1,5, 1 point de charge en moins. Et parallèlement, on vous colle 10-15% de charges matérielles, pas financières, des travaux, des fiches de paye de plus en plus complexes, la nécessité de recourir à des comptables, la nécessité de préparer des dossiers incommensurables pour pouvoir obtenir un marché à l'étranger. Dans le mot charge, c'est tout cela qu'il faut comprendre. C'est tout. Parce que vous donnez 1,5 et vous collez 15% de charges indirectes complémentaires, parce que vous n'êtes plus dans votre travail. Votre travail aujourd'hui, dans les entreprises, je sais ce que c'est, j'ai une entreprise, même si c'est un cabinet d'avocats. Eh bien moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je passais 5% de mon temps à gérer mon cabinet. C'est-à-dire les fiches de paye, les déclarations URSSAF et multiples, etc., où on vous a dit, et on nous a tous dit, que l'informatisation allait simplifier les choses, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est 30 à 40% de mon temps que je passe à ne pas faire mon métier. Et je sais que les entreprises, c'est la même chose. Les petits artisans, les plus grosses entreprises peuvent se payer. Mais encore, se payer des employés qui font cela, des administratifs, se payer c'est quoi? Eh bien c'est des charges complémentaires. Donc je crois qu'il faut vraiment, dans cette idée de charge, toujours englober, pas que le coût financier, mais le coût réel pour l'entreprise. Merci. Oui, très rapidement, effectivement, Monsieur le Président, vous avez totalement raison. Vous savez, moi, en tout cas, ma conception du député, c'est que c'est pas le député qui va vous apprendre à travailler, c'est pas le député qui va vous apprendre à faire fonctionner votre entreprise. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous donner des leçons sur comment faire vos affaires et comment faire en sorte que ça marche bien. En revanche, effectivement, le rôle du député, du parlementaire, c'est de vous créer un environnement fiscal, en réalité, et économique favorable. Et la baisse des charges, pour avoir un petit peu fait ça, puisque dans une vie antérieure, j'étais commissaire du gouvernement, c'est-à-dire que je conseillais les ministres sur les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, et je les aidais à répondre aux questions des parlementaires. La vérité, c'est que quand vous voulez expliquer qu'il faut baisser les charges, donc baisser finalement une recette, en face, l'administration vous dit « Ah, il faut me la compenser, donc vous devez trouver des fonds, des économies, pour justifier cette baisse des charges. » Et donc c'est tout le travail d'un parlementaire, et je suis d'accord avec vous d'avoir un parlementaire qui soit libre d'esprit et libre de parole, c'est d'aller chercher et d'inventer et d'innover pour trouver les marges de manœuvre financières pour justement permettre cette baisse des charges, des cotisations sociales, des impositions, etc. Parce que c'est vrai que c'est le seul moyen que nous aurons de vous redonner ou d'améliorer votre compétitivité, parce que ça, c'est ce qu'on peut faire pour vous. Ça, on peut le faire pour vous, c'est trouver ces marges de manœuvre financières qui permettent de baisser les impositions et les charges. En revanche, moi, quand j'entends des gens expliquer qu'ils vont vous apprendre la vie et à travailler, ça me fait doucement rigoler, parce que je crois que, surtout ici dans la 6e circonscription, on voit bien les exemples de réussite de nos PME et de nos entreprises. Je crois qu'elles n'ont de leçons à recevoir de personne. Monsieur Martin, je crois que vous voulez réagir. Je voulais rassurer Guy Métral. Moi, je serai un député qui va y aller, au taquet. Je te rappelle, cher Président, que j'ai été membre du bureau régional du SNPMI, qui défendait les PMI-PME, notamment de cette vallée. T'en souviens-tu? Nous n'étions pas fort nombreux à l'époque. J'ai été président des commerçants, où on devait se battre, nous,
contre les décolteurs qui prétendaient nourrir toute la vallée et que finalement, comme le disait un ancien maire de Cluse, mais mon pauvre Dominique, tu me fais rigoler avec tes petits commerçants, il faudrait mieux dire commerçants indépendants d'ailleurs. La taxe professionnelle de l'ensemble des commerçants de la ville de Cluse est inférieure à la seule taxe professionnelle de la SOCAPEX, je crois, quand elle était encore là-haut. Voilà comment nous étions considérés par nos élus. Donc rassure-toi, je demeurerai un militant au service de nos PMI, PME, et tu as bien fait de rappeler que 90% des emplois salariés se font dans des TPE, PMI, PME de moins de 50 personnes, voire même moins de 10 personnes, au national. Et ça, les gens l'ignorent. Mais il faut effectivement aussi des donneurs d'ordre pour faire travailler tous ces gens. Voilà, sois rassuré, Guy. Dis-le à tout le monde d'ici le 12 juin. Une réaction, Madame Dujardel. Puis après, on va prendre 2 questions du public et on terminera. Effectivement, aujourd'hui, le député, il n'est pas présent. Je suis désolée de taper sur M. Roseraine, mais à l'heure actuelle, on le revoit parce que c'est les élections. Et ça, franchement, ce n'est pas correct. Un député, il doit être sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un qui gagne le SMIC, qui fait partie de nombreuses associations, qui fait du bénévolat. Et c'est vrai que j'entends, effectivement, les gens, ce qu'ils pensent et ce qu'ils endurent. Parce qu'aujourd'hui, c'est à endurer quand vous n'arrivez plus à finir les fins de mois. Je pense qu'en plus ici, nous avons un savoir-faire dans cette 6e qui est extraordinaire. Et ce savoir-faire, il ne faut pas qu'il se perde, il ne faut pas qu'il aille à l'étranger, et justement à cause de ces charges sociales. Aujourd'hui, je reparle de la zone franche, parce que cette zone, en allant la chercher, on aura des intérêts pour tout le monde. C'est tout. Merci, Madame. Bonjour tout le monde, Louis Pernat, donc je suis aussi industriel. Donc je souscris à ce qu'a dit Guy Métral, sans aucun souci. Effectivement, la richesse du pays, c'est nos entreprises, nos PME. Je suis donc chef d'entreprise d'une PME de la vallée. Mais au-delà, ce qui tue le pays, c'est aussi la corruption, la compromission, le clientélisme. On a besoin de baisser les charges, on n'a pas besoin de subventions, on n'a pas besoin de plan de relance. Aujourd'hui, il y a un article qui est paru cette semaine sur Médiacité qui dénonce comment était distribué le plan de relance sur la circonscription, sur la vallée, sur le département. Ben voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai scandale. On n'attend pas de subventions. Aujourd'hui, il va y avoir un effet ciseau sur ce plan de relance, sur le plan de relance, sur le PGE. Là, aujourd'hui, il y a 40% de plus d'entreprises sur le point de défaillir, parce qu'il y a l'effet ciseau, il y a la crise en Ukraine, il y a tout ça. Aujourd'hui, on a besoin de faire le ménage, entre guillemets, parce qu'il y a forcément un certain nombre d'entreprises qui se prêtent complaisamment au clientélisme local, national, pour obtenir avec un certain nombre de contreparties, avouées ou inavouables, sur sur la circonscription, il y a des entreprises qui ont touché très largement, entre guillemets, des subventions et des PGE qui sont aujourd'hui en dépôt de bilan et qui plantent des fournisseurs et qui mettent des salariés sur le tapis. Donc aujourd'hui, c'est absolument... Et créant des distorsions de concurrence inacceptables. Sur 4000 entreprises industrielles, il y a 70 entreprises qui ont touché le plan de relance. Donc, argent public gaspillé, on a un exemple flagrant d'argent public gaspillé, sans discernement. J'ai posé la question à Bruno Le Maire quand il était à Maglan, avec un collectif d'entreprises. Pourquoi? Quels sont les critères de discernement? J'attends toujours la réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous voulez réagir, Madame Demy? Oui, je voulais dire encore quelque chose sur un scandale, justement évoqué le jour où Bruno Le Maire était à Maglan. Au niveau de notre
énergie, parce que les entreprises ont besoin d'énergie de toute façon pour fonctionner. Nous avons des barrages hydrauliques et en 2023, donc l'année prochaine, il est prévu que ce fleuron qui pour l'instant appartient à EDF soit mis sur le marché de l'Europe. Et ça, c'est un scandale. Parce qu'en plus, l'hydraulique, ça génère aussi toute l'eau qui va venir sur les terrains qui ne vont plus appartenir donc à EDF, mais à des sociétés étrangères, européennes, ou on ne sait pas. Voilà. Merci. Une réaction, Charles Prats? Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plan de relance et éventuellement des problématiques d'attribution un peu particulières, j'aurais tendance à dire que, alors là c'est le côté professionnel, hein, j'ai la casquette professionnelle qui revient évidemment. J'ai vu l'article de Médiacité. Là-dessus, voilà, ce genre de choses, si vous avez des soupçons, si vous avez des éléments, etc., très objectivement, n'hésitez pas à les porter à la connaissance du procureur de la République. Hein. Il faut le faire. Voilà. Après, il y aura des enquêtes qui seront diligentées ou pas. Vous savez, des fois, les enquêtes ne sont pas diligentées, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça arrive. Mais n'hésitez pas à le faire. Sur la problématique des PGE, je suis assez inquiet, effectivement, je vous rejoins. Alors pas tellement pour des histoires d'attribution comme ça, des PGE, enfin du plan de relance, etc. Mais sur les PGE, je ne sais pas si vous avez suivi la presse, notamment britannique, les Anglais, ils ont 5 ou 6 milliards de PGE en euros plantés. C'est-à-dire que vous avez eu des tas de gens qui ont fait du PGE, en fait avec des boîtes bidons, et qui ont planté les banques, les fournisseurs, etc. En France, on nous a dit non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On savait déjà qu'en Angleterre, chez les Anglais, la police anglaise était très inquiète, et moi, à titre professionnel, je suis très inquiet de ce qui va se passer sur la sortie des PGE, parce que là, pour l'instant, on était sur le chômage partiel, sur le fonds de solidarité, principalement sur les problèmes de fraude, hein, parce qu'on va reparler de ce que moi je connais un peu quand même, et sur les PGE, sur les prêts garantis par l'État, je crains qu'on se prépare des lendemains qui déchantent et des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Une réaction? Non, on ne va pas pouvoir réagir. On a une dernière question. Est-ce qu'il y a une réaction des candidats sur ce sujet encore? Monsieur Martin, c'est bon? Non, je crois que tout a été dit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Et ce que dit Monsieur le maire, que j'ai apprécié, lorsqu'il vient et lorsqu'il est au gouvernement aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus capable aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Donc il faut des gens compétents qui puissent poser suffisamment de questions et suffisamment de pouvoir de conviction, de capacité de convaincre. Ce n'est pas tout seul qu'on fait basculer une assemblée. Ce n'est pas tout seul. Merci. C'est très difficile de convaincre avec... J'allais dire que justement, c'est très difficile de... Attention, on ne s'entend plus. On s'entend plus. Oui, votre réaction, et après on va passer... La réaction, c'est justement que c'est très difficile de faire avec quelqu'un qui ment du début à la fin de son meeting. Bruno Le Maire, qui parle très bien, qui est un très bon orateur, a menti du début à la fin. Très bien. On a une dernière... Alors, vous voulez réagir? Je vais faire plaisir à Madame Frexit. N'oubliez pas qu'un des fondements de la construction européenne et l'un des fondements de l'Union européenne, je parle pour les industriels et tout le monde, c'est la libre circulation des biens, des services et des personnes, sans frontière aucune. Vous êtes en compétition et en concurrence avec les pays de l'Est, terriblement difficile pour vous, pour nous tous. N'oubliez pas. On va prendre une dernière question du public rapidement, et ensuite chaque candidat pourra conclure en 1 minute. Très rapide parce qu'on a pris beaucoup de retard sur ce sujet. Bonjour. Donc je suis d'accord avec ce qui avait été dit par Louis et par Guy. Donc je dirige une petite entreprise, donc Guillaume Corcoba, une petite entreprise, on édite des logiciels pour le milieu culturel. Et il y a un sujet qui m'inquiète énormément et personne n'en a parlé, je suis surpris, c'est l'immobilier. On est dans un département où, alors les charges c'est bien, il faut les baisser, sauf qu'aujourd'hui, tous les programmes immobiliers qui se font en Haute-Savoie ne sont pas faits pour les Hauts-Savoyards, sont faits pour des investisseurs étrangers à la Haute-Savoie et qui visent une clientèle exclusivement de frontaliers. On arrive à du 5 000 € le mètre carré à Cluse, du 5 000 € à Marnat. Comment vous voyez les choses? Parce que je vois 2 problèmes. Un, on ne peut pas faire venir des gens en Haute-Savoie pour venir travailler dans nos entreprises.
2, c'est le problème de mobilité. Quand je vois aujourd'hui comment c'est pour se mouvoir, j'imagine pas comment ça va devenir dans les 3 ans qui viennent, quoi. Donc comment voyez-vous ce marché de l'immobilier qui est vachement important pour les entreprises et puis pour le bien vivre en Haute-Savoie? Comment on peut l'orienter? Quelle est votre vision? Vite fait, parce que d'abord on en a parlé au début, un petit peu, et puis si on part dans ce sujet, on a de nouveau 1h30. Hein. On en a parlé un petit peu au début. Pas 1h30. En une phrase, il faut contrôler, il faut redonner du pouvoir aux communes et verrouiller ceux qui viennent acheter. Voilà, c'est ce que font les Suisses. J'aime pas trop les Suisses, mais si la France était gouvernée comme la Suisse, ça irait beaucoup mieux. Juste une phrase sur les terrains. J'ai rencontré des agriculteurs qui sont obligés maintenant de faire de traire les vaches dans les alpages parce que tout est repoussé. Ils n'ont plus de terrain libre en bas. Oui, monsieur, il est exact qu'on n'a pas parlé de logement ce soir et d'immobilier. Je tiens simplement à rappeler que c'est la première proposition de mon programme qui est de supprimer dans la taxation à l'IFI le patrimoine immobilier pour qu'il soit mis à la disposition des populations qui restent au pays et également des saisonniers, et qui plus est, avoir un avantage fiscal, ce qui intéresse votre association, un avantage fiscal si de surcroît ces biens immobiliers sont loués à un tarif proche des HLM. C'est donc une proposition concrète. Ce que j'espère par cela, ce n'est pas qu'une chose. Ce n'est pas réduire éventuellement l'imposition à l'IFI. Ce n'est pas améliorer simplement la possibilité pour des gens du pays de rester domiciliés proches de leur travail. C'est aussi limiter les circulations du domicile au travail pour qu'ils puissent rester au pays. Vous parlez de 5 000 € à Cluj, je vous signale qu'à Megève et à Chamonix, on a plus de 10 000. Maintenant, dire que l'immobilier n'est fait que pour les investisseurs, les communes se sont depuis longtemps engagées, et j'en suis témoin depuis 15 ans, puisque je m'étais posé ce problème-là sur ma commune. Chaque promotion immobilière, en tout cas sur ma commune, et sur d'autres, et notamment à Chamonix, chaque fois, lorsqu'il y a une promotion d'effectuer, on a la capacité d'imposer un quota de location, d'accession à la propriété à des prix avantageux. Ceci est fait sur... Ah ben je peux vous dire que... Non mais monsieur, je veux bien que ce ne soit pas fait. Je veux bien que ce ne soit pas fait. Je peux vous citer 3 ou 4 complexes immobiliers sur les Ouches, je parle de ce que je connais, qui ont été construits de cette façon-là. Après, vous n'empêchez pas non plus les gens de spéculer. Ce que j'espère par ce système-là, et c'est le dernier élément, c'est 300 logements dans la rue principale, juste là, 300 logements vacants. 300 vacants. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se loger. C'est normal ? Donc c'est cela qu'il faut régler. Et de ce fait-là, on arrivera ensuite à régler et à diminuer ce prix de l'immobilier qui devient effectivement extraordinairement impossible à gérer pour nos locaux. J'ai entendu parler d'une réponse à tout cela, c'est justement la loi Laglaise que l'Union européenne veut mettre en place et qui en fait va dissocier le bâti du foncier. Et en fait c'est un piège. Parce que les gens n'habiteront plus sur leur terrain, habiteront sur des terrains qui appartiendront à un État, à autre chose, et ils devront payer un loyer sur ces terrains-là. C'est anormal. Madame Dujardil, vous voulez réagir ? Oui, absolument. Quand on voit que nos gamins, ils ne peuvent plus rester au pays parce que les loyers sont trop chers, qu'ils sont obligés d'aller habiter ailleurs. Effectivement, il y a des prises de position qui doivent être faites et fermes. Faut un peu ralentir tous les promoteurs qui achètent n'importe où, n'importe quoi, qui bétonisent pour vendre au plus cher, en augmentant les droits de mutation, mais vraiment les augmenter, en réduisant les frais de succession à 0 € pour la ligne directe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre, les DPE, tous ces, vous savez, c'est tout ce qui concerne la location. Quand vous serez mal classé, vous ne pourrez plus loger quelqu'un. Donc, on va se retrouver avec des logements vacants encore
plus fort. Alors pourquoi on n'utilise pas l'argent? Parce que ici, il y en a de l'argent. Pourquoi on n'utilise pas cet argent pour les rénover, pour les donner à nos retraités et puis à nos gamins pour qu'ils puissent démarrer correctement dans la vie? Merci. Dernière réaction. Oui, alors une réaction par rapport au logement, très rapide. Là, je réagis éventuellement comme législateur, comme futur député. Déduction à 100% des intérêts d'emprunt pour permettre notamment aux jeunes ménages d'acheter plus facilement, ce qui existait quand moi j'étais jeune et qui n'existe plus depuis très longtemps. Donc ça, c'est une mesure fiscale. Autre mesure à prendre, reconduction du dispositif Pinel que la majorité de Xavier Roseraine a supprimé en 2024. Donc ça, c'est la possibilité pour des investisseurs justement d'avoir des avantages fiscaux à la condition qu'ils louent à des personnes qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus et puis avec des loyers plus modérés. Et pour l'emploi, c'est la création un petit peu d'un statut, j'en ai déjà parlé, particulier, un peu sur le modèle du logement pour nécessité de service qui existe dans la fonction publique, c'est-à-dire que les salariés puissent être logés par des appartements qui appartiennent à l'employeur, que l'entreprise aurait acheté, qu'elle peut évidemment amortir, donc derrière elle le déduit de ses résultats, et donc avec la mise à disposition d'un logement qui ne serait pas considéré comme un avantage en nature, donc défiscalisé et non chargé. Et donc là, ça permettrait notamment pour les saisonniers ou pour des employés un peu plus modestes en salaire, d'être logés avec un complément de rémunération non négligeable, qui sera un complément de rémunération en nature en réalité, et permettrait donc à un certain nombre d'entreprises, je pense beaucoup à celles qui sont en station et qui ont du mal à recruter des saisonniers, de pouvoir mettre à disposition ces logements-là et donc de pouvoir pourvoir aux emplois. Très bien. On va conclure chacun par 1 minute. On va commencer à l'envers du départ. Madame Dujardil, est-ce que vous pouvez commencer? 1 minute top chrono pour conclure ce débat, mais aussi pour donner vos aspirations en tant que nouvelle députée. Effectivement, ma devise, c'est préserver nos traditions, nos savoir-faire, notre coutume, et puis il faut qu'on maîtrise l'avenir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le citoyen qui doit maîtriser son avenir, et au plan local, au plan communal, dès le départ, pour la transparence, pour qu'il soit maître de savoir ce qui va être dépensé ou pas, si c'est quelque chose qui va être pour le bien du peuple et non pas pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Vous avez encore 25 secondes, c'est bon? C'est bon? Je vais être encore... Monsieur Martin. Moi, je vais citer Saint-Exupéry. Il disait... On n'hérite pas de la terre de ses aïeux, on l'emprunte à ses enfants. Et je pense que le rôle d'un député, c'est de transmettre plus qu'il n'a reçu. Transmettre autant qu'on a reçu, ça serait pas mal, mais actuellement, on transmet moins que ce que l'on a reçu. Nous sommes une société en décadence. Et Saint-Exupéry disait aussi, les seules libertés auxquelles les peuples ont droit sont celles qu'ils sont capables de défendre. En conséquence de quoi ? Le pouvoir appartient au peuple, tout le monde le sait, mais faut-il encore que le peuple se saisisse de ce pouvoir et aille voter? Donc, que le peuple, que nos électeurs, que les citoyens, concitoyens aillent les 12 et 19 juin voter. Si le peuple vote, le peuple gagne. Merci. C'est vrai, et actuellement, on a quand même des libertés, on n'a pas de masque, on n'a pas de confinement, on n'a rien, parce que pour l'instant, le peuple est souverain, le peuple est important, le peuple peut voter. Au gouvernement, ils ont absolument peur de nos votes. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens imprégnés de leur histoire se tiennent tranquilles. Il faut absolument venir voter pour honorer le fait que des gens sont battus pour nous et sont morts pour ce droit-là. Moi-même, je ne votais plus les dernières fois tellement ça ne voulait plus rien dire, mais j'ai eu tort. Je suis revenue sur cette position. Il faut absolument faire voter, et surtout ceux qui ne voulaient plus le faire, ceux qui justement se sentaient complètement écartés du système et non entendus. Maintenant, il faut des vérités, et si je suis députée, j'avancerai des vérités, et ça bougera peut-être dans les sérails, mais je voudrais absolument exprimer la vérité du peuple, notre vérité. Merci. Attention au bruit, parce qu'il y a un petit peu de... En 1 minute, je peux vous dire qu'une chose, je n'ai aucun intérêt à devenir député d'un point de vue financier à titre personnel. Je vais même probablement beaucoup perdre, contrairement à beaucoup d'autres.
Pourquoi je me suis engagé? Tout simplement, parce que je suis écœuré. Vous avez employé le mot girouette pour une personnalité, et je pense malheureusement qu'il n'y en a pas qu'une. Et je pense qu'effectivement, je suis écœuré du système politique dans lequel nous sommes, et je veux que l'on revienne à des gens qui parlent avec objectivité, avec crédibilité. Et tout cela, je pense pouvoir le faire. Vous savez que le slogan des Républicains sur cette campagne, c'est « pour vous défendre ». Je pense avoir suffisamment d'années d'expérience pour défendre les gens, pour arriver à le faire aussi à l'Assemblée nationale. Merci. Attention, 1 minute, Monsieur Prats. Chers contribuables, puisque je m'adresse aux membres de contribuables associés et de manière plus large à tous les contribuables français, pourquoi est-ce que je veux être député? Vous me connaissez en tant que magistrat, vous savez que j'ai passé ma vie à défendre vos intérêts, à traquer les trafiquants, les fraudeurs, et j'ai ramené dans les caisses de l'État des milliards d'euros. C'était mon métier. Et aujourd'hui, je veux être votre député. Pourquoi? Parce que le député, c'est en réalité l'avocat du contribuable. C'est le député qui défend votre argent, et je veux continuer ce travail parce que je sais que le travail n'est pas bien fait. Il y a des milliards d'euros encore à récupérer, je vous l'ai dit, 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, c'est flagrant. Je veux vous rendre cet argent, et c'est pour cela que je veux être votre député. Vous connaissez mon engagement dans cette problématique, vous savez que vous pourrez compter sur moi, parce que vous ne pouviez pas compter sur le député sortant Xavier Roseren qui n'a rien fait pendant 5 ans, eh bien il est temps pour la 6e circonscription de Haute-Savoie d'avoir un député utile et compétent, et je veux être ce député. Merci beaucoup. Je voudrais clore du coup ce débat que nous avons pu avec plaisir avoir. Nous avons eu malheureusement les 5 meilleurs candidats, mais il y avait 7 autres candidats que nous n'avons pas pu malheureusement avoir. Donc je voudrais vous remercier d'avoir été présents et d'avoir participé à peu près dans les règles de l'art à ce débat. On était très heureux, et on était très heureux de vous recevoir vous ici. Merci beaucoup. Je tiens à préciser une chose, nous avons un site chez Contribuables Associés qui est touscontribuables au pluriel.org. Je vous conseille d'aller le voir. Notre association fonctionne sans subvention. Donc c'est important que des gens comme vous puissent aller participer, etc. Parce que sans quoi, on ne peut pas faire de débat, on ne peut pas animer la vie démocratique. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence et à bientôt. Ouais, et un dernier mot pour remercier la mairie, bien sûr, de Cluses qui nous a reçus ici, très gentiment et avec beaucoup d'aisance.